Chacun d'entre nous porte en soi une histoire, celle de nos racines, de nos origines, mais aussi celle d'une nouvelle existence à laquelle nous pouvons donner vie. Et peut-être, comme un nombre croissant de personnes, envisagez-vous de donner vie à cette nouvelle histoire en faisant appel à la procréation médicalement assistée. Dans ce cas, nous vous invitons à parcourir ce programme qui s'apparente à une visite guidée vous permettant de découvrir pourquoi la procréation médicalement assistée s'avère parfois nécessaire. Quelles sont les interventions médicales envisageables et à quelle forme de soutien personnel vous pouvez également recourir. Commençons notre visite avec quelques portraits qui vous sont probablement familiers. 1978, naissance de Louise Brown. Une petite fille a priori comme les autres, mais aussi le premier bébé éprouvette. Avec cette naissance, l'histoire de millions de couples allait dès lors pouvoir s'écrire très différemment. En fait, quelles peuvent être les causes de l'infécondité? Pour le comprendre, continuons notre visite en examinant tout d'abord les mécanismes de la reproduction normale. L'image d'un embryon tel que celui-ci vous est probablement familière. Mais imaginez pouvoir assister aux premiers instants du développement de cet être vivant. Son histoire commence ici, dans les organes de reproduction féminins. Chez la femme, les organes de la reproduction sont les ovaires, l'utérus et ses trompes, et le vagin. Approchons-nous de l'un de ces ovaires. Dès notre naissance, les ovaires disposent d'un stock définitif de cellules telles que celles-ci, appelées ovocytes. Ces cellules jouent dans notre histoire un rôle déterminant. Prenons un peu de recul. Lors des cycles menstruels, cette petite glande située sous notre cerveau et appelée hypophyse sécrète des hormones qui seront transportées jusqu'aux ovaires. Ces hormones vont alors provoquer dans les ovaires une séquence d'événements bien établie. À chaque cycle, ces hormones stimulent quelques ovocytes entourés d'une couronne de cellules qui forment ainsi des follicules. Ce follicule, à nouveau stimulé, va expulser l'ovocyte vers les trompes. On parle alors d'ovulation. L'ovocyte va ainsi rester en attente dans les trompes durant quelques heures. Pour l'étape suivante, examinons quelques instants les organes reproducteurs masculins. Chez l'homme, les cellules reproductrices sont les spermatozoïdes produits dans les testicules. Suivons à présent ces spermatozoïdes progressant dans les organes reproducteurs féminins. Nous arrivons, avec les spermatozoïdes, au niveau du col de l'utérus. De petites glandes, situées dans la paroi du col, sécrètent alors un liquide visqueux appelé glaire. Cette glaire favorise la sélection des spermatozoïdes. Ainsi, parmi les millions de spermatozoïdes arrivant dans le vagin, seule une faible quantité va pouvoir atteindre les trompes. Comme nous le voyons, pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'un ovocyte et un spermatozoïde se rencontrent au bon moment. En effet, l'ovocyte n'est fécondable que durant les 24 heures qui suivent l'ovulation. Les spermatozoïdes, quant à eux, sont susceptibles de rester fécondants pendant 4 à 5 jours. Ceci explique pourquoi une femme n'est fécondable que quelques jours par mois. Après la fécondation, l'ovule fécondé se divise en 2, 4, 8 cellules. L'embryon apparaît et va alors s'implanter dans l'utérus. Cette phase est appelée la nidation ou implantation. L'utérus et l'embryon prennent alors du volume. Ce dernier devient l'embryon que nous avons rencontré au début de notre parcours et qui se développera jusqu'à l'accouchement. Vous disposez à présent d'une vue d'ensemble des mécanismes naturels de reproduction. À ce stade se pose l'inévitable question. Pourquoi et comment l'infécondité peut-elle se manifester?
Donc on distingue grosso modo 3 facteurs majeurs. Il y a d'une part le facteur masculin qui compte à peu près pour 40% des couples où il y a le facteur surtout du côté masculin avec une diminution très importante au niveau de la qualité du sperme. Et d'ailleurs ce facteur-là ou cette cause-là est en accroissement. Il y a deuxièmement le facteur féminin où on compte justement des problèmes au niveau de la patence des trompes utérines, de l'endométriose, des problèmes endocrinologiques avec problèmes au niveau de l'ovulation, et puis il y a pour l'autre tiers des causes communes, c'est-à-dire où les deux partenaires présentent une diminution de la fécondité et où de chaque côté on peut améliorer les conditions de base. Et quand la fécondité est suspectée, l'étape suivante de ce parcours est la réalisation d'une mise au point visant à poser un diagnostic afin d'identifier les éventuels troubles à corriger. Donc lors d'une première entrevue avec le couple, on fait une anamnèse très poussée au niveau d'origine possible à la subfertilité. En cas de non-orientation à partir de ces facteurs-là, on procède à un examen échographique et une prise de sang, orientant chez la dame à une analyse endocrinologique de facteurs rhumatologiques et de facteurs génétiques pouvant amener à une subfertilité. Il y a d'autre côté au niveau masculin l'analyse du sperme sous forme d'un spermiogramme un peu plus poussé, avec en fonction du spermiogramme aussi analyse sérologique, endocrinologique et même aussi génétique. En fonction de ces analyses-là, on procède à une analyse au niveau anatomique de l'appareil génital de la femme sous forme d'une hystérosalpingographie qui est un examen radiologique examinant la cavité utérine et l'ouverture des trompes utérines. En deuxième examen, on peut faire une hystéroscopie qui est l'examen de la cavité utérine, couplée à une cœlioscopie qui est une intervention chirurgicale examinant l'ouverture des trompes et l'appareil génital féminin au niveau de la cavité péritonéale. Revenons quelques instants au moment clé de notre histoire, la fécondation. L'un des deux acteurs essentiels est le spermatozoïde. L'infécondité peut être due à une altération du sperme, un manque de mobilité ou une trop faible concentration de spermatozoïdes, ou encore une altération de leur morphologie. L'analyse du sperme ou spermogramme est donc un examen indispensable. Il peut être complété par un bilan sanguin et un examen clinique, voire une échographie de l'appareil génital de l'homme. En toute logique, les différentes étapes du cycle menstruel de la femme et l'intégrité de ses organes génitaux internes sont également évaluées, comme l'exploration des trompes et de la cavité utérine par radiographie, voire exploration chirurgicale. Le suivi du développement folliculaire par échographie et dosage des hormones renseigne sur le fonctionnement des ovaires et de l'utérus. Ceci en évaluant la qualité de l'ovulation ainsi que le développement de l'endomètre qui doit accueillir l'embryon. En fonction du résultat de ces examens, votre médecin peut alors vous orienter vers l'une ou l'autre technique de procréation médicalement assistée. L'une des premières formes de procréation médicalement assistée pouvant être proposée est l'insémination artificielle. On parle alors d'insémination intra-utérine. Le sperme utilisé pour l'insémination peut, si nécessaire, être congelé et conservé durant des années. Techniquement simple, ne nécessitant pas d'hospitalisation, l'insémination artificielle peut être répétée facilement chaque mois. Les chances de grossesse sont de l'ordre de 10 à 20% par cycle. En général, si après 4 à 6 cycles d'insémination, la grossesse ne survient pas, votre médecin vous proposera de recourir à la technique de fécondation in vitro. Sollte die intrauterine Insemination zu keinem Erfolg geführt haben, haben wir hier bei uns in der BOLA immer noch die Möglichkeit, die In-vitro-Fertilisation anzubieten. Sowohl bei den weiblichen Ursachen einer Kinderlosigkeit als auch bei einer männlichen Ursache finden wir hier häufig noch die Möglichkeit, dennoch diesen Paaren zu dem gewünschten Kind zu verhelfen. Depuis la naissance de Louise Brown, des centaines de milliers de couples ont fait appel à cette démarche qui aujourd'hui encore est en pleine évolution. La fécondation in vitro comporte plusieurs étapes. La première étape est la stimulation ovarienne. Le principe
est d'obtenir plusieurs ovocytes matures à féconder. Souvenez-vous de notre schéma initial. Une petite glande, l'hypophyse, sécrète des hormones stimulant les ovaires et déclenche l'ovulation. On va donc bloquer la libération de l'hormone déclenchant l'ovulation pour éviter la survenue d'une ovulation spontanée qui pourrait survenir avant le prélèvement des ovocytes. On administre ainsi quotidiennement ou une fois par semaine une hormone ou gonadotrophine qui va stimuler, comme nous le voyons, le développement des follicules. Cette phase dure environ 12 jours, au cours desquels le développement des follicules est régulièrement contrôlé par échographie vaginale et prise de sang. Une fois les follicules arrivés à maturité dans les ovaires, on peut alors déclencher l'ovulation. Ce moment crucial du traitement va être déclenché par l'usage d'une autre hormone appelée HCG, ou hormone gonadotrophine chorionique. Une injection suffit à provoquer l'ovulation. Nous allons dès lors pouvoir passer à la phase suivante, le prélèvement des ovocytes. Pour le prélèvement des ovocytes, une aiguille est donc introduite dans les ovaires sous contrôle échographique, en passant par le vagin. Ceci permet d'aspirer le liquide des follicules contenant les ovocytes. Le liquide recueilli est ensuite analysé en laboratoire pour identifier le nombre d'ovocytes obtenus. Ce nombre moyen d'ovocytes prélevés est de 8. Les ovocytes matures vont alors être conservés en vue de l'étape suivante, la fécondation proprement dite. D'une part, nous disposons des ovocytes sélectionnés, et d'autre part du sperme paternel qui a aussi été traité afin de devenir fécondant. Nous allons placer le sperme et les ovocytes dans un milieu de culture favorable à leur survie et à la fécondation. C'est l'étape de la fécondation in vitro. Après 24 heures, on observe alors si la fécondation a bien eu lieu. Les ovocytes fécondés se présentent sous forme d'une cellule à 2 noyaux, l'un d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Après 48 heures, l'œuf fécondé a considérablement évolué. Il est composé de plusieurs cellules. C'est déjà un embryon que l'on peut transférer dans l'utérus maternel. Lors du transfert des embryons dans l'utérus, les embryons sont introduits à l'aide d'un fin cathéter souple dans l'utérus où ils sont déposés. Après ce transfert, commence alors la longue attente. 12 jours sont nécessaires pour avoir l'assurance qu'une grossesse se développe. À ce stade, certains éléments pratiques peuvent considérablement faciliter votre parcours. Die Patientin kann selber zum Erfolg der Behandlung beitragen, indem sie mehrere Sachen berücksichtigt. Die erste wichtige Sache ist das Gewicht. Also es ist immer wichtig, das Gewicht in einem normalen Bereich zu halten und in diesem Zusammenhang unter Umständen die Ernährung umzustellen. Eine zweite wichtige Sache ist das Rauchen. Es ist durch zahlreiche Studien belegt, dass ein starker Zigarettenkonsum sowohl bei der Mann als auch bei der Frau die Fertilität beeinträchtigen kann. Somit empfehlen wir häufig bei diesen Paaren, dass sie durch eine Reduzierung des Tabakkonsums und am allerbesten durch das Aufhören des Tabakkonsums mit dazu beitragen können, die Fertilität zu verbessern und somit die Erfolgsrate der Behandlung zu verbessern. L'assistance médicale à la procréation est une technique en constante évolution. Elle permet sans cesse d'offrir de nouvelles options aux couples concernés, telles que par exemple l'ICSI. Cette technique se justifie en cas d'altération profonde de la qualité du sperme ou si un échec de la fécondation a été constaté suite à un traitement conventionnel. Les étapes de stimulation ovarienne et de recueil des ovocytes sont identiques à la FIV classique. Mais lors de la fécondation, on injecte directement un spermatozoïde dans chaque ovocyte. Cette étape est réalisée sous microscope et demande bien sûr une précision extrême. La question principale est évidemment d'évaluer vos chances de succès en fonction de différents facteurs pronostiques qui seront envisagés avec votre médecin. En cas de résultat négatif,
il est très important de ne pas baisser les bras. C'est pourquoi, si vous le souhaitez, une psychologue est à votre disposition pour vous aider à passer ce cap parfois difficile. Tout d'abord, en vous offrant une écoute et un soutien. Ensuite, pour revoir ensemble les différentes étapes du parcours et refaire le point avec vous. Tout cela, bien évidemment, dans le but de mettre toutes les chances de votre côté. L'assistance médicale à la procréation est dans tous les cas un parcours et une histoire. Et comme dans tout bon roman, sa rédaction est parfois complexe, des défis vous attendent à chaque chapitre, mais elle s'enrichit quotidiennement de nouvelles possibilités pour vous aider à donner vie aux héros et héroïnes dont vous avez rêvé.